Merci encore. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Le réglage du micro est bon? C'est pas trop fort? Il n'y a pas trop d'écho? D'accord. Ok. Merci encore à toute l'équipe de Passe International, M. Moubay, M. Agé et tous les autres, pour la confiance renouvelée. J'essaie de faire le point. Je crois que ça fait depuis, si je ne me trompe, 2017-2018 à peu près. Et à part une édition où il y a eu un contretemps, une gestion d'agenda, je pense que j'ai essayé d'être toujours présent à vos côtés. La simple raison est que je ne peux pas voir des jeunes qui s'investissent dans la transmission du savoir, la motivation des jeunes, qui s'investissent donc à des activités que je trouve productives et ne pas les accompagner. Je ne les connaissais pas, ils m'ont été recommandés par un ami, Alex, et j'ai découvert qu'ils font des choses que j'apprécie bien, qui est de partager la connaissance et d'essayer de donner une autre dimension à la jeunesse. Et chaque mois de décembre, je pense bien entendu de façon bienséante, en prélude à l'année qui doit commencer, j'essaie de mettre en place cette conférence et j'essaie d'être à leur côté. J'espère que bientôt je vais pouvoir se dérouler les 10 éditions avec eux. Alors, de brèves présentations, je suis Adonis Deladelis. Je suis consultant formateur en leadership, en gouvernance et en entrepreneuriat, et également traducteur et interprète français en espagnol. Ce qui fait que, effectivement, 24 ans, c'est un peu difficile à gérer. C'est vrai. J'essaie de faire tout pour me rendre disponible parce que lorsque quelqu'un vous fait appel, c'est d'abord parce que la personne considère votre personne et considère que vous avez quelque chose à lui apporter. C'est pourquoi, en dépit de mon agenda très chargé, je ne pense pas que je sois plus occupé que telle autre personne, mais je sais que je suis très occupé, j'essaie de gérer mon emploi du temps. Donc, je suis directeur exécutif d'un cabinet qu'on appelle Brelink Africa, et donc dans les différents secteurs d'activité que j'ai mentionnés. Et en plus de ça, je suis en formation, en cours du soir en droit public. Ça, c'est au passage. Pour essayer de dormir moins belle chaque jour, c'est tout simplement ça. Alors, je crois que le thème général de cette année, c'est comment comprendre le succès au XXIe siècle. Et je dois essayer de voir, dans ce thème spécifiquement de ma communication, vous parler de la corrélation entre le leadership et le succès au XXIe siècle. La question du leadership, pour ceux qui me connaissent bien, même s'ils me voient une fois ou deux fois par an, ils savent que je suis très très passionné de leadership. Je ne pense pas seulement que c'est une question de connaissance livresque. Donc théorie du leadership, c'est un vécu et c'est une passion renouvelée pour le leadership. Et je commencerai tout simplement, même pour ceux qui m'ont déjà vu une fois, qui ne sont pas fatigués de l'entendre, une définition que je peux partager avec vous du leadership. J'expliquerai également de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de succès, parce qu'il faut qu'on puisse entendre qu'est-ce que le succès, parce que le succès peut avoir diverses formes, diverses définitions, et donc le succès d'une personne peut ne pas être le succès d'une autre personne. Donc le succès va correspondre à quoi? Et ensuite je verrai dans ce 21e siècle avec tout ce qu'on a comme changement et positif et négatif, avec tous ces développements locaux, nationaux, internationaux, qu'est-ce qu'il faut comprendre comme corrélation entre leadership et succès au XXIe siècle. J'essaie de ne pas être long. J'ai 60 minutes, mais je vous assure, je ne vais pas utiliser 60 minutes parce que j'aimerais également, si j'ai la possibilité, vraiment vous entendre et avoir également votre opinion, peut-être des questions d'éclaircissement. En matière de leadership, il faut comprendre que le leadership, première chose que je considère, le leadership n'est pas une question de poste occupé. Parce que c'est très facile rapidement de penser que le leadership est une question de position ou de poste occupé. Le leadership, c'est une question de sens et de responsabilité. D'abord, le leader, c'est quelqu'un qui est responsable. Ce n'est pas quelqu'un qui a le pouvoir, ce n'est pas quelqu'un qui a un poste très élevé ou moins élevé, c'est quelqu'un qui a le sens de responsabilité. Parce que le leadership est d'abord la capacité à influencer positivement les personnes pour atteindre des objectifs dans des conditions difficiles. Il y a mille et une définitions de leadership, je vous assure, je vous confirme, je vous concède cela. Mais cette définition, j'ai appris à la travailler et à l'expérimenter parce que c'est dans les conditions difficiles qu'on identifie les vrais leaders.
On dit, vous faites l'histoire du monde, les grandes nations de ce monde, les grandes épopées, les grandes crises de ce monde ont révélé les grands leaders. Parce que c'est en temps de crise qu'on voit de quoi est fait le leader. On voit, comme on dit, de quel bois chaque leader se chauffe. Et donc, la question fondamentale de la définition du leadership que je vous partage, et vous pouvez en avoir d'autres, c'est que c'est la capacité à influencer positivement les personnes pour atteindre l'objectif dans des conditions difficiles. Et vous verrez que dans cette définition, il y a un sens de responsabilité. Assumer son statut de leader, c'est assumer que nous avons l'avenir de beaucoup de personnes et de communautés, d'institutions, de sociétés, d'organisations, d'associations entre nous-mêmes. Ensuite, influencer. L'influence, c'est inspirer également. Il faut inspirer les autres. Et ça veut dire que fondamentalement, dans le leadership, il y a certaines caractéristiques clés comme l'humilité et l'exemplarité. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas le sens de donner l'exemple. Vous n'avez pas le sens de vivre ce que vous dites. Il faut incarner les valeurs que vous professez. Vous ne pouvez pas être un leader et ne pas parler tout le temps d'intégrité sans être intègre. Vous ne pouvez pas être un leader, parler de ponctualité sans être ponctuel. Je me suis rendu compte que j'accusais de retard. Rapidement, j'ai envoyé un message pour dire je vais tout faire pour être dans le temps. Parce que c'est ça qui nous définit. Les valeurs que nous incarnons font notre crédibilité. Un leader qui n'est pas crédible, c'est-à-dire que sa parole, tu ne peux pas prendre sa parole au sérieux. C'est un leader qui est carent, qui est défaillant, qui est déficient. Et donc, dans cette compréhension que nous avons du leadership, j'en appelle à votre sens du devoir, votre sens du respect des autres et votre humilité. Parce que, vous savez, quand on prenez en compte le contexte biblique, par exemple, vous verrez que celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera rabaissé. Parce qu'il faut avoir un sens de responsabilité, un sens d'humilité pour pouvoir savoir que vous avez besoin. D'accord, ça marche. Maintenant, c'est bon? Ok, posez. Merci pour le retour. Alors, j'espère que je ne parle pas trop bas. C'est bon? Ah, voilà. D'accord. Le sens de l'humilité dont je parle en matière de leadership est essentiel. Parce que si vous avez une trop haute idée de votre propre personne, vous ne serez pas capable, d'écouter les autres, d'avoir des apports constructifs de ceux qui vous entourent, et vous ne serez pas donc capable de vous remettre en question. Or, vous ne pouvez pas être un leader dans le temps, donc avoir une longévité de leader, si vous n'avez pas le sens de vous remettre en question. Je suis d'autant plus intéressé par la question du leadership qu'elle s'applique à différents domaines de la vie. Le leadership dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine religieux, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Il y a des leaders partout. Mais vous allez voir que les vrais leaders, c'est des personnes qui assument leurs habiletés et qui, en temps de crise, ne se défient pas. Et lorsqu'on va parler de succès, le succès peut venir après beaucoup d'échecs. C'est ça qu'on ne dit pas souvent. C'est que le succès peut venir après beaucoup d'échecs. Le leader est quelqu'un qui doit être prêt à aller au combat, à faire face à des défis tous les jours et qui doit être prêt à assumer qu'on peut tomber aujourd'hui. On peut tomber combien de fois? 7 fois, se relever 7 fois. Et il faut apprendre à son équipe, apprendre à ceux qui nous suivent, à accepter que le leader est celui qui ne sait pas tout, mais qui apprend tous les jours. Une valeur fondamentale, un élément clé du leadership, après l'humilité et l'exemplarité, c'est le sens de l'apprentissage continu. Si vous ne vous formez pas, je me rappelle, je l'ai dit il y a un an, il faut pouvoir se former, s'informer, afin de former et informer, pour pouvoir réformer et transformer. C'est fondamental d'avoir le sens de se développer continuellement. Parce que si vous ne vous imbibez pas de connaissances tous les jours, vous n'aurez rien à donner aux autres. Or, c'est bien de faire. Faire sans connaître, c'est la théorie. Et connaître sans faire, c'est de la théorie. Donc, il faut connaître et faire. Il faut savoir et appliquer. Et si vous n'avez pas le sens de cette maîtrise, leadership, sous ces temps de responsabilité, d'humilité, d'exemplarité et de connaissance continue, d'apprentissage continu, vous n'êtes pas capable d'apporter un plus aux autres. Lorsque celui qui laisse ses occupations pour venir travailler avec vous, pour venir vous écouter, comme on dit, s'asseoir en guillemets à vos pieds, c'est parce qu'il trouve
une valeur ajoutée que vous apportez à cette personne-là chaque jour. Donc le leader doit savoir se remettre en question et se projeter dans l'avenir. Effectivement, j'ai omis de parler d'un trait essentiel du leader, c'est l'homme de vision, c'est la personne de vision. Vous devez avoir une capacité de voir très loin dans le temps. Vous ne pouvez pas être un leader en ayant seulement une vue limitée sur les questions de la vie, les questions existentielles, les questions organisationnelles, les questions relationnelles, les questions financières, sociales, et ainsi de suite. Parce que vous devez être quelqu'un qui se projette sur l'avenir. Vous devez penser grand, penser haut et penser loin. Plus loin, plus haut et plus grand. Parce que si nous n'avons pas ce sens de la vision, ce sens de la projection, nous n'avons pas le sens de l'exécution efficace de notre vie. Nous sommes des leaders parce que nous voulons développer quelque chose, nous voulons entreprendre, nous voulons former, nous voulons apporter un plus dans la société, nous voulons impacter, parce que la finalité du leader, c'est l'impact. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de leadership. Un leader qui n'impacte pas son environnement, proche ou lointain, n'est pas un leader. S'il n'a pas un apport net dans la vie des autres, il n'apporte rien aux autres. Je peux parler de leadership pendant des heures et des heures parce que c'est ce qui me passionne. Je pense que beaucoup d'organisations, beaucoup de pays, beaucoup de nations, beaucoup de sociétés réussissent ou échouent autour d'une question, c'est le rôle du leadership. Le leader, comment est-ce qu'il construit d'autres leaders, bien entendu, parce qu'un bon leader construit des suiveurs, mais un grand leader construit des leaders. Et il faut savoir que vous avez l'obligation de vous révéler en tant que leader en identifiant votre domaine d'action, votre domaine de compétence, en identifiant donc vos talents, parce que c'est votre domaine de compétence. Votre domaine de compétence est défini par les talents que vous avez et l'acquisition de connaissances, de compétences que vous donnez pour pouvoir être efficace dans le domaine, le secteur que vous avez identifié. Il n'y a pas de place pour des personnes qui ne veulent pas accomplir de grandes choses sur Terre. Et je pense que la plupart du temps, lorsque vous voyez une organisation qui stagne, qui n'évolue pas, qui tourne autour du pot, c'est parce qu'il n'y a pas un leadership réformateur, il n'y a pas un leadership transformateur. Il faut avoir le sens de se projeter très loin dans le temps. Je vais parler du succès. Le succès est une des choses les plus controversées qu'on puisse aborder en matière de sujet de discussion. Pourquoi? Parce que le succès reste, en appelle à différentes définitions et en appelle à différentes perspectives. Pourquoi? Ce que moi je considère comme le succès, c'est la capacité à accomplir ce qu'on appelle vie. C'est très simpliste que vous allez dire comme définition, mais dans tous les sens, vous comprendrez que ça rejoint un objectif. Vous voulez réussir en 2024, vous voulez réussir dans le 21e siècle, mais quel est votre plan? Il n'y a pas de succès sans vision. Quelle est votre vision? Je ne peux pas accomplir la vision de Dieu donné et dire que j'ai réussi. Je suis désolé. Je suis un copiste. Je suis un imitateur pâle. Je suis une version copie. Donc, le succès va correspondre à ce que vous avez comme plan de vie, comme plan organisationnel, comme plan relationnel, parce qu'également, il faut avoir du succès dans ces relations, il faut planifier ces relations. Je l'ai dit il y a 2 ans ici, si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pourrez pas déterminer qui sont les personnes avec qui vous devez créer des relations, parce que votre réseau relationnel va dépendre de ce que vous avez comme ambition, ce que vous avez comme projection. Ce n'est pas toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin qui sont des personnes utiles. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut que vous puissiez savoir que les relations que vous tissez sont des relations qui doivent correspondre à une vision. Et donc, le leader, c'est également celui qui choisit ces relations. Et donc, le succès, c'est l'épanouissement. L'épanouissement n'est pas nécessairement financier, il n'est pas nécessairement économique. L'épanouissement, c'est pouvoir se dire, dans ce que j'ai prévu de faire et d'avoir, je me retrouve entre 80 et 95%. Sachant que 100% n'est peut-être pas de ce monde-là, mais c'est la perfection absolue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que votre succès n'est pas le succès de votre voisin. C'est la première chose. Donc, parce que vous avez réussi et que quelqu'un a accompli la même chose que vous, ne pouvez pas dire que cette personne a réussi. Parce que tout doit correspondre à ce que vous avez comme plan de vie et projection sur l'avenir. Vous ne pouvez pas parler de succès
si vous ne parlez pas de ce que vous avez planifié dans votre vie, ce que vous avez comme vision. C'est pourquoi ça va faire ce lien avec le leadership qui est basé sur une vision que vous devez avoir de la vie. Si vous ne vous planifiez pas comme leader, vous ne savez pas où vous voulez aller, n'importe où devient votre destination. Or, la destination de l'un n'est pas nécessairement la destination de l'autre. C'est pourquoi je vais passer ces quelques minutes à vous expliquer que vous ne pouvez pas avoir le succès si vous ne savez pas où vous allez. Et si vous n'avez pas un plan de vie assez clair. Et pour avoir un plan de vie, il faut connaître vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, les menaces qui pèsent autour de vous. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas vos forces et faiblesses, vous ne saurez pas de quoi vous êtes fait. Et vous ne pouvez pas vous projeter pour savoir qu'est-ce que vous devez améliorer dans votre vie. Le fait d'être nul dans un domaine aujourd'hui et se donner les moyens d'être performant dans ce domaine peut être une mesure de succès. Parce qu'il y a des éléments, dans une planification stratégique par exemple, vous verrez les grandes orientations, une vision, une mission, des objectifs, des stratégies pour atteindre ces objectifs-là, mais également vous devez avoir quelque chose qu'on appelle des performances d'indicateurs clés. Key Performance Indicators. Si vous n'avez pas d'indicateurs de performance clés, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que je peux dire que j'ai accompli ce que je dois accomplir. Les indicateurs de performance, c'est ce qui détermine que vous avez atteint vos objectifs. Et donc, il y a autour de ça les facteurs critiques de succès. Qu'est-ce que vous pouvez définir comme étant votre facteur critique de succès? Quand est-ce que je peux dire que j'ai réussi cette mission-là? Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui peut dire que, ah, effectivement, j'ai accompli une telle performance? Donc, vous allez voir d'une personne à l'autre, du père à la mère, du père au fils, du frère à la sœur, ça va varier. De ce voisin à l'autre, ça va varier. Donc, vous ne pouvez pas vivre, naître comme original et mourir comme une pâle copie d'une autre personne, une pâle imitation d'une autre personne. La première chose, c'est de rester original à sa vision, original et fidèle à sa vision. La vision que vous avez de votre vie, de votre organisation, de votre communauté, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de succès. Vous ne pouvez pas avoir de succès au XXIe siècle si vous n'êtes pas capable de comprendre les grandes mutations de ce monde. Quelles sont les réalités dans lesquelles nous vivons? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire, un monde multiculturel, un monde où beaucoup d'acteurs travaillent. Et vous ne pouvez pas avoir une limite, une limitation de votre pensée en la limitant à une communauté ou à un pays. Vous devez voir le monde de façon globale. Vous devez être un leader avec une envergure globale, une envergure mondiale. Et donc, vous devez être quelqu'un qui élève votre niveau de réflexion, votre niveau de réflexion stratégique au niveau global, au niveau mondial, au niveau multiculturel. Vous ne pouvez pas réussir ou définir votre succès sur la base de ce que vous ne savez même pas où vous allez. Et beaucoup de personnes se lèvent chaque jour, mangent, dorment, vont, viennent, sans avoir un objectif de vie. Vous devez vous dire, dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, qu'est-ce que je souhaite accomplir? Qu'est-ce que je souhaite être d'abord? Parce que vous savez, on a beaucoup viré avec les réseaux sociaux, avec la communication digitale intense. On a beaucoup viré sur le paraître et on a laissé l'être de côté. Or, il faut d'abord être une personne entière, pure, vraie, et ensuite accomplir les choses. Vous ne pouvez pas vivre pour les autres. Vous devez d'abord vivre pour vous et la vision que vous avez reçue de Dieu. Parce que quand on parle de vision et on parle de projection d'avenir, c'est basé sur les talents que vous avez reçus. Et ce n'est pas vos parents qui vous donnent les talents. Vos parents ont été un canal par lequel Dieu vous a fait venir et vous a donné des talents. Et parfois, certains de ces talents ont des éléments génétiques que vous avez hérités de vos parents. Mais vous devez tout à vos parents et à Dieu d'accomplir une meilleure version de votre personne chaque jour. Être une meilleure version de vous chaque jour. C'est ça pour moi le facteur fondamentalement critique du succès. Si vous définissez votre succès par rapport à la réussite et aux accomplissements de votre voisin, je vous dis, vous êtes né un original et vous êtes en train de mourir ou de vivre et mourir une copie, une pâle imitation de l'autre. Évitez toujours de vivre selon les autres. Définissez vos principes de vie, définissez vos principes relationnels, vos principes organisationnels, vos principes de gestion, de direction, pour que demain, lorsque vous asseyez, vous faites le point sur qui vous êtes, et ce que vous accomplissez, vous pouvez dire j'ai réussi ou je n'ai pas réussi.
il me reste du succès à accomplir. Il me reste du succès à confirmer. Parce que une chose que vous faites bien une fois, c'est bien. Mais une chose que vous faites de façon répétée, avec la même qualité, ça devient de l'efficacité, ça devient une partie de votre personnalité et ça devient un accomplissement que vous pouvez prendre comme étant votre mesure de succès. Et dans le 21e siècle, le leadership est fondamentalement essentiel à la réussite d'une personne. Pourquoi? Parce que dans le monde, il est facile d'être entraîné par le courant de la vie. Il est facile d'être entraîné par ce que les gens disent comme étant populaire. L'équipe de Pass International pourrait faire mener d'autres activités moins vertueuses, mais plus rentables. Mais demain, est-ce qu'il serait prêt à se regarder dans la glace pour dire ce que nous avons fait, nous sommes fiers de cela? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous soyez d'autres types de jeunes leaders, d'autres types de personnes qui ne sont pas drainés, attirés, emportés et envahis par le flot de l'argent, du matériel. C'est vrai que l'argent, c'est important. Le matériel, c'est important. Sans argent, on ne peut pas organiser une conférence. Sans moyens financiers, humains, matériels, on ne peut pas organiser des choses. Mais qui êtes-vous d'abord? À quoi vous répondez? Quelle est votre définition? Qu'est-ce qui définit votre personnalité? Qu'est-ce qui définit ce que vous êtes? Il faut avoir des valeurs que vous incarnez. Vous devez être une personne, un homme, une femme de valeur qui, quand on dit valeur, ce n'est pas que vous avez seulement de la valeur, c'est avoir de la valeur, mais également avoir des valeurs. Comme je l'ai dit, intégrité, humilité, exemplarité, apprentissage continu, sens du partage, sens du devoir, disponibilité pour les autres. Parce que si vous n'êtes pas disponible pour les autres, durant leur temps de besoin, vous aurez des moments de besoin et vous ne saurez plus compter sur les autres. Donc la disponibilité pour un leader, c'est fondamental. Et je pense que si j'ai pu partager quelque chose avec l'équipe de Pass International depuis quelques années, c'est la disponibilité. Parce que la disponibilité veut dire qu'on accorde déjà de l'importance à l'autre. J'ai donné l'autorisation à l'équipe de Pass International, vu que j'accepte et j'adopte ce qu'ils font. J'apprécie ce qu'ils font, qu'il n'y a pas d'heure pour me contacter. Vu que nous ne pourrons pas toujours nous voir, il n'y a pas d'heure. Si M. Adjé m'écrit, il n'y a pas d'heure pour qu'il m'écrive. Parce que ce qu'il me dit m'apporte un plus. J'apprends de personnes qui sont en train de faire quelque chose de plus. Et je considère que là, ils ont commencé en 2017 ou 2018, et pas où ils sont en 2023, où ils seront en 2027. Parce que c'est ce que je leur souhaite, c'est le mal que je leur souhaite, c'est d'aller beaucoup plus loin que leur propre force. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas l'engagement de transformer des vies, vous ne pouvez pas être un succès. Une personne à succès. Maintenant, la petite nuance que je vais vous faire, qui est pour moi l'enseignement majeur que j'ai prévu de vous donner, qui ne peut pas durer plus de 30 secondes, c'est quoi? Le succès n'est pas limité à avoir du succès. C'est de rendre les autres, les personnes à succès. Si votre succès n'est que avoir du succès à vous-même, ce n'est pas encore du succès, c'est de l'accomplissement vulgaire. Mais le vrai succès, c'est de faire des autres des personnes à succès. Et ça, c'est un engagement de toute une vie. Vous ne pouvez pas réussir, dire que vous avez réussi, sans que votre réussite ne sache être la réussite des autres. Faire des autres autour de vous des personnes qui accomplissent encore plus que vous, qui accomplissent autant que vous. Tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous n'avez pas encore de succès. Les grands leaders de ce monde ont produit beaucoup de leaders. Vous savez quoi, en 1976, lorsque Jacques Chirac, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui a été président français de 1995 à 2007, il a une vie politique qui a duré de quoi? De 67, on va dire, à 2007, à peu près. Il a fait pratiquement 40 ans de vie politique. Mais lorsqu'il lançait dans son parti le Rassemblement pour la République, le RPR en 1976, le jeune leader, jeune étudiant en droit, qui faisait son discours, qui présentait le leader Jacques Chirac, c'était un certain Nicolas Sarkozy. Des années après, il a été son ministre, ils ont eu des difficultés, parfois avec des difficultés relationnelles. Il ne l'a jamais nommé Premier ministre parce qu'à un moment donné, il a vu que le jeune était trop ambitieux. Mais la réalité est que Nicolas Sarkozy était une version de Jacques Chirac. C'était comme une reproduction de sa personne. Et quand vous voyez des personnes comme Alain Juppé, qui a été Premier ministre 2 fois, qui a été Premier ministre et des Affaires étrangères, une personne 2 fois, qui a été maire de Bordeaux,
c'est des personnes qui ont travaillé avec Jacques Chirac, c'est des personnes qui doivent beaucoup à Jacques Chirac. Et vous prenez François Mitterrand également, François Hollande est entré dans son cabinet, jeune conseiller économique de François Mitterrand, qui est devenu président depuis des années après. Mais lorsque vous voyez le discours en 81 de Mitterrand, grand discours de sa campagne en 81, et vous comparez en 2011, 30 ans plus tard, un discours de François Hollande, qui est en train de faire un discours de campagne présidentielle, c'est la même gestuelle, les mêmes réflexes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'un a transmis sa capacité à l'autre. Et donc, il ne s'est pas limité à avoir du succès, mais à rendre le succès possible aux autres. Vous prenez Lionel Jospin, qui a été ministre d'État chargé de l'Éducation nationale de François Mitterrand, qui a été secrétaire premier secrétaire du Parti socialiste, il est devenu premier ministre après, il a fait 5 ans à la primature. C'est des personnes qui ont été inspirées par François Mitterrand. Lorsque François Mitterrand devient le candidat élu de la gauche en 1972, on ne sait pas, on n'est pas sûr que la gauche peut arriver au pouvoir en France. Parce que c'est le pays de Gaulle, c'est le pays de tous les grands hommes de droite. Mais il y a une vision, il y a une équipe qui met en place. Son chef de cabinet, par exemple, c'était Laurent Fabius, qui a été le plus jeune Premier ministre dans l'histoire de France. En 1984, il a été nommé Premier ministre, il avait à peine 36 ans, 37 ans. C'est pour que je veux vous dire par là, c'est que le leader produit des leaders. Et votre succès n'est pas du succès tant que ça ne crée pas une dimension qui permette aux autres d'avoir du succès. C'est le vrai succès qui est là. Ce n'est pas seulement réussir, c'est de faire réussir. Votre succès n'est pas seulement réussir, c'est de faire réussir les autres. Parce que si vous n'avez pas un engagement à faire réussir les autres, qui est plus grand même que l'engagement à vous-même réussir, vous n'êtes pas un leader. Et la réelle corrélation entre leadership et succès au XXIe siècle, c'est l'engagement à transformer les possibilités des autres en performances inégalables, à s'assurer que autour de vous, vous preniez les gens par la main, vous les formez, vous les accompagnez tous les jours, vous les développez et vous leur enseignez des choses que vous auriez voulu qu'on vous enseigne il y a quelques années. Moi, ce que je prends comme engagement personnel, je ne suis pas le plus âgé, je ne suis pas le moins âgé partout où je vais. Mais ce que je me dis, c'est que je suis beaucoup plus jeune que certaines personnes et beaucoup plus âgé que d'autres personnes. Légèrement plus âgé que certaines personnes et légèrement moins âgé que certaines personnes. Peu importe. J'ai des choses que j'aurais voulu connaître à une certaine époque de ma vie. Je les connais aujourd'hui. Je ne voudrais pas que d'autres aient à attendre mon âge et mon sens, mon niveau de responsabilité pour connaître ces choses-là. C'est tout. C'est pourquoi je donne du temps pour les choses comme Passe International, Lève-toi et Brille. C'est peut-être ce qui fait qu'ils ont touché du doigt la sensibilité de ma personne et de ma personnalité. Je ne peux pas laisser une possibilité que j'ai d'accompagner les personnes à connaître beaucoup plus de choses, à être aguerries pour pouvoir réussir et ne pas anticiper et ne pas saisir cette opportunité-là. C'est une réelle possibilité que vous avez. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez comme potentiel? Qu'est-ce que vous avez comme talent que vous pouvez exploiter pour être une personne à succès? Mais au-delà de ça, comment réussir et faire réussir les autres? Je pense que si vous ne retenez rien de ce que je vais dire aujourd'hui, en dehors des questions générales du leadership et la définition générale du succès, que j'ai dit relative et sujette à controverse, c'est que le plus important n'est pas de réussir, c'est de faire réussir les autres. Pour moi, si je devais m'arrêter, ce serait de vous dire que chaque jour que Dieu fait, vous devez penser que vous n'êtes pas la version la mieux aboutie de votre personne tant qu'une journée de plus n'est pas passée avec plus d'accomplissement, plus d'apprentissage, plus de performance. Donnez-vous la possibilité d'être une meilleure version de vous-même tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, bientôt 2024. Je l'espère, nous verrons tous 2024. Mais le plus important, c'est que 2025 viendra, 2026 viendra, 2030 viendra. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous aurez comme différence? Quelle sera la différence entre vous aujourd'hui et vous dans quelques années? C'est ce que vous avez lu, vu et su. Tout simplement, les personnes que vous avez rencontrées, les livres, les enseignements que vous avez reçus, les opportunités que vous aurez saisies, c'est essentiellement ce que vous avez lu, vu et su. Je le dis toujours parce que j'essaie de ne pas être différent et j'essaie d'être fidèle à moi-même. Sur les années, je dis pratiquement les mêmes choses avec différents angles de vue.
Parce que, effectivement, en 30 minutes ou en 45 minutes, 1 heure, on ne peut pas tout dire sur les choses qu'on a à dire. Mais chaque fois, j'essaie d'aborder un aspect particulier. Et je pense que les organisateurs m'aident beaucoup parce qu'ils essaient de mettre l'emphase sur une thématique donnée par rapport à une autre chaque année. Votre succès est basé sur le fait que chaque jour, vous devez trouver les moyens d'être une meilleure personne. Lisez plus, cultivez-vous, informez-vous de façon crédible. N'écoutez pas tout ce qui se raconte. Allez vers des sources critiques d'enseignement. Ne dites pas Dieu donné m'a dit, Adonis m'a dit, Carmel m'a dit. Qu'est-ce que vous connaissez de la question vous-même? Cultivez-vous, faites des recherches sur ce qui vous passionne. Identifiez vos domaines de compétences clés. Ne soyez pas le spécialiste de tout, pour pouvoir parler de tout. Donnez-vous des domaines où vous comprenez et vous affermissez votre connaissance. C'est ça qui fait de vous un leader. Parce qu'un leader, c'est un leader dans un domaine. Jacques Chirac n'a jamais dit qu'il est un leader sportif. Je vais vous donner. Jacques Chirac, France 98, la finale de la Coupe du Monde. France-Brésil. Lorsqu'on mentionnait les joueurs français, il dit ouais, il ne connaissait même pas les noms des joueurs. Mais lui, son domaine, c'est la politique, c'est l'administration, c'est la gestion de l'État. C'est ce qu'il a étudié, c'est ce qu'il a fait durant toute sa vie. Ce que je veux vous dire par là, lorsque George Weah, ancien capitaine de l'équipe nationale du Libéria, ancien joueur du Paris Saint-Germain, tout ça, là, depuis la République, beaucoup se disent, ah, maintenant les footballeurs ont devenu président de la République. C'est un faux problème. Chacun doit avoir son domaine. Et entre la première élection qu'il a perdue en 2006 contre Ellen Johnson, où il ne faisait pas le poids, et l'élection qu'il a gagnée, je crois en 2018, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cultiver, il est allé à l'université, il est allé faire un master, un MBA, pour tout au moins avoir une meilleure compréhension de la gestion organisationnelle. C'était déjà un plus par rapport à ce qu'il avait à offrir comparativement à quelques années auparavant. Parce qu'il avait en face Ellen Johnson, qui avait le FMI, qui avait été des finances du Libéria. Il ne pouvait pas faire le poids. Même s'il était l'homme le plus populaire du Libéria, il ne pouvait pas gagner cette élection-là. Aujourd'hui, il est en train de finir son mandat, il a perdu son effort de l'élection, mais il a au moins servi à la tête de l'État. Mais entre le footballeur à la retraite et le candidat pour la deuxième fois, il y avait quelqu'un qui a été faire des études universitaires. Parce qu'il faut se former, il faut se cultiver. Et je rappelle toujours, le succès, ce n'est pas le nombre de diplômes obtenus. Oui, se former, je ne le refuse pas. Mais ce n'est pas le diplôme le problème, c'est avoir la connaissance. Et savoir l'exercer, l'exprimer, l'utiliser à bon escient et la transmettre aux besoins. Parce qu'un vrai leader doit avoir un sens du partage, le sens de l'enseignement, le sens de la formation continue. D'abord de l'auto-formation et de la formation transmise. Parce que le succès, c'est également combien vous vous informez, combien vous vous formez, combien vous avez le sens du partage pour les autres, combien vous voulez faire accomplir. Je vous assure que vous ayez des accomplissements personnels, des succès personnels, c'est très beau, hein, de l'avoir, quand avoir un trophée, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'avoir porté des gens qui n'avaient pas confiance en eux, d'avoir identifié des jeunes femmes qui perdaient de confiance en elles, de les avoir boostés, de les avoir accompagnés, de les avoir fait accomplir des choses pour impacter d'autres personnes. Je vous assure, il y a beaucoup plus de bonheur dedans et beaucoup plus de bénédictions dedans. Parce que pour le veut ou pas, nous sommes des êtres spirituels. Que vous ignorez Dieu ou pas, ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Je ne suis pas dans le débat. Que vous ignorez Dieu ou pas ne changera pas le fait qu'il existe des choses qui vous dépassent, des choses au-dessus de tout. Pourquoi un jeune homme mourir? C'était la question qui était sur la table quand je suis rentré dans la salle. Vous ne pouvez pas questionner Dieu. Il est souverain. Et c'est ça la différence entre lui et nous. Lui, il décide. Nous avançons. Et donc, nous devons élever notre pensée à avoir une sensibilité spirituelle. Et je vais finir avec 4 formes d'intelligence que vous devez développer en tant que leader. La première forme d'intelligence, c'est l'intelligence intellectuelle. J'en ai déjà parlé, j'essaie de la rappeler pour pouvoir finir. L'intelligence intellectuelle, c'est la capacité à comprendre, à expérimenter la connaissance, à l'analyser, à la transmettre, à la gérer également. L'intelligence intellectuelle. Elle n'est pas mesurée par le nombre de diplômes. C'est une question de développement de votre intellect. Donc, la connaissance, la culture et l'étoffe que vous avez en tant que personne pour avoir un large spectre de définition de vos objectifs. Donc, l'intelligence intellectuelle. On peut ne pas avoir le diplôme et être très puissant intellectuellement si on se cultive, si on dose et on dope bien sa connaissance. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à maîtriser son tempérament, ses réactions, ses émotions, à savoir ce qui vous met en bonne posture psychologique et qui
et dans quelle mesure vous êtes plus efficace et plus stable émotionnellement. L'intelligence émotionnelle, c'est important parce qu'un leader, c'est celui qui sait se maîtriser. J'ai toujours dit, dans ma définition que j'ai rabâchée sur le leadership, une définition parmi 1001, comme j'ai dit, que c'est la capacité du leader, le leadership, c'est la capacité à insuffler et inspirer les autres pour les influencer et atteindre l'objectif en temps de crise, en temps difficile. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est très important pour un leader, c'est de se maîtriser, savoir se contrôler. Lorsque vous êtes sous tension, comment vous réagissez? Quels sont vos ressorts? Et il faut cultiver, développer cette intelligence-là. L'intelligence sociale ensuite, c'est la capacité à créer des relations avec les autres, à comprendre les autres, à nouer des liens forts avec les autres. Comment approcher les autres? Comment briser la glace? Comment saluer quelqu'un? Savoir maîtriser les relations avec les autres. Ce que les autres ont comme sensibilité. Comment les maîtriser et les utiliser efficacement. Celui qui est très intelligent socialement peut être considéré comme un bon manipulateur. Ça, c'est le travers. Oui, parce que s'il maîtrise bien les autres, il peut jouer sur cela. Mais l'important, c'est qu'un leader doit avoir une bonne intelligence sociale. L'intelligence de changement, la capacité à anticiper, appréhender, gérer et transmettre le changement. Pourquoi? Parce qu'une seule chose est constante dans la vie, c'est le changement. Et si vous ne faites pas l'effort de comprendre le changement, d'anticiper le changement, l'homme est par excellence très réfractaire au changement. L'homme a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Or, le changement, généralement, nous amène du connu vers l'inconnu. Donc, l'homme a souvent peur du changement. Mais votre leadership doit faire preuve d'intelligence de changement en anticipant, en préparant les autres au changement. Et enfin, quelque chose que j'ai l'habitude de dire pour ces personnes un peu sensibles sur le plan spirituel. Une cinquième forme d'intelligence, qui est l'intelligence spirituelle. C'est comprendre que certaines choses dépassent le domaine du visible et atteignent le domaine de l'invisible. Avoir la sensibilité de faire preuve de déférence à l'être suprême pour pouvoir vivre dans l'humilité et l'efficacité humaine. Il y a des choses qui dépassent l'être humain, mais votre posture vis-à-vis du divin vous permet de transmettre facilement ces ondes positives que vous avez autour de vous. C'est très important, j'ai voulu vous rappeler cela, parce que nous sommes des leaders par la valeur que nous accordons aux autres, par la valeur que nous accordons aux choses importantes de la vie, et par la capacité de faire des choix. Un leader qui ne sait pas faire des choix n'est pas un leader. Tout n'est pas possible. Tout est à faire, mais que faire en premier? Que faire quand? Que faire comment? Donc un leader, c'est également une personne de choix. Et je pense que la différence, la corrélation fondamentale entre le leadership et le succès, c'est la capacité à faire des choix et les assumer. Il faut assumer les choix en tant que leader. Il ne faut pas se dérober. Si vous prenez une décision en équipe et que vous échouez, assumez. Réformer et transformer. Reformer et transformer, il n'y a pas de problème. Assumez vos responsabilités. Un leader qui a échoué et qui a accepté son échec est plus fort qu'un leader qui n'a jamais assumé ses responsabilités, même dans le succès. Parce que finalement, il ne sera jamais quelqu'un identifiable à de telles valeurs. Et si vous n'avez pas de valeurs, vous n'avez pas des choses auxquelles vous croyez, on ne pourra jamais croire en vous. Vous devez être une personne crédible. Et la crédibilité, c'est dans la performance, la productivité et dans le respect des valeurs. Vous ne pouvez pas professer des valeurs que vous-même, vous n'avez pas en vous et que vous ne croyez, auxquelles vous ne croyez pas. C'était essentiellement ce que j'avais à dire. Et je vais résumer en une phrase comme je l'ai dit. Réussir, c'est important, mais faire réussir les autres, c'est encore plus important. Je vous remercie. Questions, apports, contributions, éclaircissements. Peut-être que je n'ai rien de bon, vous pouvez le dire également, c'est très important. Oui, on peut avoir un micro là-bas, ou bien levez la main tout simplement encore. Bonsoir à tous. J'ai deux questions qui se rejoignent en quelque sorte. La première question, c'est le leadership en entreprise. Comment amener les suiveurs
c'est-à-dire ceux que tu suis, c'est-à-dire l'entreprise que tu diriges, tes employés, comment les amener à être des hommes intègres et transparents. Parce qu'il y a quelque chose qui se remarque de nos jours, c'est que quand tu as des employés, beaucoup ne sont pas là pour faire le travail pour lequel ils sont payés. Ils viennent, ils font le travail, mais ils sont tout le temps en train de chercher des petites failles. Donc il faut jouir, c'est-à-dire il faut en profiter. Si nous l'appelons communément chez nous les à côté. Quelqu'un m'a raconté une histoire la dernière fois qu'il a installé de l'élève. Donc il a employé un jeune homme dans le stand. Le jeune homme en question avait lui aussi quelque part où il faisait exactement la même activité. Donc quand il est venu avec des signes marchands en quelque sorte. Et quand le patron n'est pas là, les opérations viennent au lieu d'utiliser la cible du patron pour faire les opérations afin que le bénéfice retourne au patron. Lui, il utilise ces cibles pour faire les opérations jusqu'au jour où il s'est fait attraper. Maintenant, sachant que les gens ont reçu une certaine éducation et tu les embauches, les gens font souvent l'âne pour manger le foin. Quand ils viennent avec cette éducation qu'ils ont déjà reçue et ces comportements qu'ils avaient déjà nourris pendant longtemps, comment les amener à laisser cela et à travailler véritablement pour l'avancement de l'entreprise. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport au fait qu'il faut être un leader qui amène les autres à être également des leaders, mais pas juste des suiveurs. Surtout dans le contexte de l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu essayes de l'amener à être le leader sans pour autant dévoiler les secrets qui font fonctionner l'entreprise? Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, ils veulent juste voir la stratégie que tu mets en place, comment tu le fais, et ils démissionnent pour aller reproduire la même chose pour devenir concurrent. Tu sais comment tu opères, comment tu fais. Donc c'est les deux questions que j'ai. Merci. Merci. Première chose, recruter quelqu'un n'est pas très son éducation. Vous devez avoir, vos éléments de filtre, quels sont les critères par lesquels vous sélectionnez ceux qui travaillent avec vous. Mais sachez une chose, vous ne recrutez pas des saints. Vous ne recrutez pas des saints. Donc vous devez faire un contrôle continu. Par exemple, est-ce que ce monsieur faisait un contrôle journalier des opérations? Pour confier une activité où vous autonomisez quelqu'un, à peu près, il faut que cette personne soit capable d'être à un niveau d'intégrité semblable au vôtre. Quelqu'un qui devient dépendable, on va dire. Et donc, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un et penser que vous allez trouver quelqu'un qui vous remplace quand vous n'êtes pas là. Recruter un collaborateur n'est pas recruter un successeur. Ça peut être potentiellement un successeur, mais ce n'est pas encore le cas. Rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous d'une chose. Vous ne recrutez pas quelqu'un que vous allez éduquer ou que vous avez éduqué. C'est quelqu'un qui a reçu son éducation que vous ne connaissez pas. Donc vous devez avoir votre mécanisme de contrôle continu, d'évaluation continue des performances. Et quand vous voyez la moindre défaillance, vous vous rappelez alors que vous en séparez s'il le faut. Parce que vous savez combien vous avez souffert pour mettre en place ce que vous appelez l'entreprise. Mettez en place un système de gestion d'équipe où vous donnez des niveaux différents de responsabilité. Et ces niveaux de responsabilité augmentent selon la performance et l'engagement des personnes. Mais ne gérez pas en pensant que vous avez laissé autour de vous. Dans le même temps, ne fonctionnez pas avec le sentiment que toute personne qui vient dans votre entreprise est là pour gâcher ce que vous faites et voler ce que vous avez. Considérez que la gestion d'entreprise, c'est la gestion de la vie. Elle a des hauts, elle a des bas, elle a des moments qu'on appelle des plateaux, tout simplement. Mais ayez des mécanismes de gestion et de contrôle qui soient forts. C'est la seule chose que je peux vous conseiller. En amont, au recrutement, dans la manière dont vous évaluez, dans des situations, des analyses situationnelles où vous demandez des questions spécifiques par rapport à sa réflexion, comment la personne réfléchit, et ainsi de suite. Et vous la notez et vous l'observez à l'aune de ses engagements. Mais votre mécanisme de gestion doit avoir des systèmes de contrôle clairs que vous renforcez à chaque fois. Parce que même vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Lorsque le succès sera à un niveau donné, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez faire face à ce succès-là? Donc même les mesures de contrôle s'appliquent à votre personne. Deuxième chose, en matière d'entrepreneuriat, faire des autres des leaders ne veut pas dire leur enseigner comment vous gérez votre entreprise. Le leadership est plutôt l'élévation de la personne.
la fortification de la personnalité et la capacité, la responsabilisation des autres. Rendez-les responsables d'une certaine forme d'autonomie. Mais vous devez vous donner le défi chaque jour d'innover pour que vous soyez toujours en avant sur la concurrence. Parce que la concurrence ne peut pas venir de l'intérieur, elle peut venir de l'extérieur également. Donc si vous faites les mêmes choses pendant des années, d'autres vont pouvoir imiter également ce que vous faites. Donc ce n'est pas nécessairement quelqu'un que vous pouvez former qui vont devenir des concurrents. Donc vous devez avoir une capacité d'innovation continue, une capacité de remise en cause continue et avoir un sens du donné. Je vous assure, si vous avez formé des gens qui sont bons, c'est une bénédiction. Donc à partir, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur de donner de votre temps, de votre énergie et surtout de votre connaissance aux autres. Formez-les, dopez-les. Leur succès sera votre succès. C'est ça que vous devez garder en tête. Le leadership n'est pas une question de tâche seulement. C'est surtout une question de vie. C'est une transmission des autres. Responsabiliser les autres, autonomiser-les. Les secrets de votre entreprise, c'est d'abord vous. C'est vous d'abord le secret de votre entreprise. C'est d'abord vous qui faites votre entreprise. Mais pour que l'entreprise soit beaucoup plus grande, elle vit 50 ans, 100 ans, elle doit vivre au-delà de votre personne. Donc vous devrez nécessairement transmettre à une autre génération. Donc si vous avez toujours peur que ce que vous transmettez aux autres va être utilisé comme vous, vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui vit au-delà de 5-10 ans. André Citroën ne vit plus. Mais le véhicule le plus prisé en France, qu'on le veuille ou pas, c'est Citroën. Pourtant, ce même véhicule-là, cette même entreprise-là, André Citroën, l'État l'a nationalisé pour construire des engins de guerre dans la guerre de 14-18. Voilà le nombre d'années que cette entreprise-là est en train de vivre. Les fondateurs ne sont plus vivants. C'est leurs héritiers qui en dépendent. Mais parfois, les héritiers n'ont même pas la responsabilité de gestion d'entreprise. Ils sont juste des actionnaires et donc des rentiers. Mais ce qui est important, c'est de transmettre aux autres, de former continuellement les autres et d'avoir une haute considération pour les questions éthiques. Si quelqu'un dévie les questions éthiques, sortez la personne du cadre. Quelqu'un peut ne pas être compétent, mais si la personne est intègre, la personne est éthique, la personne respecte les valeurs cardinales de vie en société, c'est plus important que quelqu'un qui connaît tout et qui n'a pas de savoir-faire. Savoir-vivre, pardon. Merci. Question de vente. Ok, il y en a beaucoup. Ça, c'est le timing est bon. Le timing est bon, mais nous allons prendre une dernière question. Vos questions. S'il vous plaît, à cause du temps, nous avons encore d'autres passages. Monsieur Adonis a un temps donné et il nous a assez chargé et je sais que vous avez beaucoup de questions. Nous allons prendre encore une seule question. Les autres questions, écrivez vos questions. S'il vous plaît, écrivez vos questions. Nous allons prendre les questions, nous allons envoyer à monsieur Adonis et nous allons vous envoyer les réponses. S'il vous plaît, ce sont des réponses typiquement données par monsieur Adonis. On va prendre toutes les questions cet après-midi. Dernière question. Merci. Monsieur Adonis, je veux reconnaître par ici que vous nous avez vraiment chargé et que c'est des connaissances pratiques dont on a vraiment besoin. Je suis Arnaud Djeloko, je suis entrepreneur. Et deux questions, en fait, de préoccupation. La première, vous nous avez demandé de développer l'intelligence intellectuelle, émotionnelle, sociale et de changement. Et c'est un miroir que vous avez posé personnellement devant moi. L'intelligence intellectuelle, je me vois dedans à fond, à la développer. Mais je ne sais pas si c'est ça qui joue sur les autres, émotionnel. J'ai échoué à 2 entreprises, puisque là, tout de suite, quand je me suis miré, j'ai vu que c'est la non-maîtrise de mes émotions qui m'ont amené à échouer à cette entreprise. Le premier cas. On va raccourcir parce qu'on va essayer de résumer. Échoué à 2 entreprises comme ça à cause de la non-maîtrise d'émotions. À un test d'imprintec, qui est une formation d'entrepreneuriat de haut niveau, j'ai compris aussi que le côté relationnel est très bas chez moi. Mais je ne comprends pas, je ne suis pas parvenu à me dire réellement où se trouve le problème. Je me suis dit,
Est-ce que c'est parce que je prends tout le temps à chercher, à performer, à aller de l'avant, plus de temps à moi-même qu'à entretenir mes relations? Le côté social, je ne comprends pas, et le côté changement, je vous avoue. Comment m'aider le changement? Parce que là, vous savez, à l'entreprise, tu commences. Tu travailles, ça marche. Quelques temps après, les défis se présentent encore. Et travailler encore comme défi jusqu'à ici, encore d'autres défis, et c'est comme si tous les jours, c'est comme si une souffrance. Quand vous avez parlé de développer l'intelligence de chacun tout à l'heure, je me suis dit que quelque chose me manque. Je voudrais me Le premier niveau de guérison, c'est savoir qu'il y a un problème dans ce penseur. Il faut savoir une chose. C'est une question d'équilibre. Il faut avoir un équilibre d'intelligence. Si vous avez une intelligence intellectuelle très élevée et une carence dans les autres domaines d'intelligence, vous serez une personne moins équilibrée, moins performante. Il faut apprendre à faire un état des lieux, à se remettre en question. Le plus important de tout ce que vous avez dit qu'il faut faire, c'est se remettre en question. Savoir faire un état des lieux de votre personne. Quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir un long fleuve tranquille. La vie n'en est pas un. L'entrepreneuriat ne peut pas en être un non. Vous pouvez performer. Mais on était tous en 2019-2020. Qui a vu venir la Covid? On était obligés de s'adapter. Ou bien on mourait. Humainement, socialement, politiquement, économiquement, sur le plan d'entrepreneuriat, on devait s'adapter. Donc l'intelligence émotionnelle, vous devez apprendre à vous maîtriser, faire des exercices de maîtrise de votre personne, apprendre à ne pas réagir à tout ce qui se passe et à tout ce qu'on vous dit. C'est un exercice de vie. Ce n'est pas, un examen que vous devez passer, ce n'est pas une formation que vous devez faire. C'est un travail que vous faites sur vous-même. Acceptez que les défis de la vie sont plus importants que ce que vous vivez au quotidien. Que quelqu'un vous dit quelque chose. Sachez une chose, quelqu'un qui veut vous énerver est quelqu'un qui a quelque chose de moins que vous. C'est ce que moi j'ai appris à faire. Quelqu'un qui veut vous embêter, qui veut vous énerver, veut se moquer de vous, a quelque chose de moins que vous. Et donc, élevez votre esprit au-delà de ça. Ça, c'est sur le plan de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence sociale, apprenez à connaître les gens. Apprenez à créer de bonnes relations avec les gens. Créez votre réseau relationnel. Apprenez à communiquer efficacement avec les autres. Ça ne veut pas passer de longues heures avec les gens, mais apprenez à prendre contact avec les gens, à vous ouvrir aux gens. Ça démarre par le simple bonjour que vous passez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne vous connais pas, je ne peux pas venir partir sans vous saluer. Parce qu'il y a une ouverture par rapport à cela. Il faut s'ouvrir aux autres. Mais ne pas s'ouvrir au point de perdre sa propre personnalité. Il faut rester soi-même, mais apprendre à connaître les autres et apprécier les autres. Parce que c'est la pluralité, la diversité du monde qui en fait sa richesse. Donc c'est la pluralité de relations que vous avez qui fera la richesse de votre carnet d'adresse. Et sur l'intelligence de changement, je vous assure, vous ne pouvez pas vivre sans avoir le sens de la remise en question et de l'innovation. C'est ce que je disais à mon ami tout à l'heure. Il faut innover. Et l'innovation, le sens de l'innovation, c'est l'intelligence de changement. Vous anticipez le changement. Vous devez vous dire que ce que vous faites pendant 5 ou 10 ans, ça ne peut pas être fait de la même façon. Même si c'est la même chose, ça ne peut pas être fait de la même façon. Vous devez changer d'approche, changer de stratégie. Parce que, au-delà de tout, en dehors de la concurrence, il y a la nature humaine qui change. Vos clients ne seront pas satisfaits de la même prestation si elle n'est pas améliorée, s'il n'y a pas une qualité qui est apportée, s'il n'y a pas une plus-value. Donc c'est anticiper le changement. Il faut toujours anticiper. Et l'anticipation veut dire que quand vous avez mis en place votre équipe de gestion, vous avez délégué les responsabilités, vous devez avoir du temps pour vous-même pour réfléchir, penser, lire, vous cultiver. C'est en cela que vous allez trouver l'innovation. Merci encore. C'était comment? C'était comment? Je pense que cette acclamation dit grand merci à M. Adonis, grand merci à M. Adonis pour vraiment
À chaque fois que vous passez, vous nous chargez. Vous avez dit tout à l'heure, vous nous dites la même chose, mais de diverses manières. Et je pense à chaque fois, Passe International de la vie et toute l'audience aussi. Je vous dis merci, par ma voix, toute l'équipe et toute l'audience, vous dis merci. Merci pour cette humilité. Merci pour cet engagement que vous avez fait d'être toujours présent. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et bientôt, avec le temps, nous allons fêter 10. Et pas la grâce de Dieu, ce sera gigantesque, ce sera géant. Grand merci à vous. Vous semez dans les vies. Tout à l'heure, j'étais étonné parce qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes. Beaucoup de nouvelles têtes. Mais j'ai demandé combien connaissent Adonis, que tout le monde s'était waouh, waouh, waouh. J'ai gardé que la réussite, ce n'est pas moi en train de réussir, c'est moi en train de réussir et de faire réussir d'autres. Le leadership, c'est semer dans les autres sans craindre qu'ils restent ou qu'ils partent, parce que leur réussite sera ma réussite. J'espère que quelqu'un l'a gardé aussi. Merci pour toute cette profondeur, toutes ces choses que vous nous apportez. Et là, je vais profiter en même temps pour souhaiter bienvenue à un grand monsieur au milieu de nous. Je ne vais pas dire comment j'ai connu ce monsieur, je ne vais pas le dire, je vais le dire plus tard. Mais je ne sais pas, mais je ne fais que rencontrer des personnes formidables et surtout humbles sur mon chemin. Surtout humbles. On ne se connaissait pas, on ne s'est jamais rencontré. Mais il y a un de ces employés qui venait à nos conférences. Et on s'est finalement rencontrés. Le jour où on s'est rencontrés, je m'attendais à quelqu'un de très sérieux, de quelqu'un. Je suis rentré en même temps d'accord. J'étais à la personne, ah oui, c'est monsieur, c'est vous. Comme si on se connaissait, c'était tellement facile. Tout à l'heure, normalement, c'était comme si c'est un ami de longue date, on s'est revenu. Et nous deux, on s'est mis à parler pendant un long moment avant que je me dise, mais je viens de rencontrer le monsieur la première fois. C'était formidable. Et je peux vous dire, cette seule fois-là, je parle beaucoup. Je suis content de parler. J'aime ça. Et oui, c'est parce que je parle beaucoup là qu'on est ici. Vous voyez, voilà. Et dans mon parler beaucoup, là, j'ai dû faire un break pour l'écouter aussi entendre. Venez voir la sagesse ancienne dans un corps nouveau. Le corps est tout jeune, le visage est tout jeune, tout innocent, tout frais. Mais il y a la sagesse des temps jadis qui peut faire prospérer, progresser, réussir, qui comprend. Je profite encore de ce moment pour dire, j'ai aimé vous avoir rencontré. Et je pense que l'audience aussi va aimer vous avoir rencontré aujourd'hui. Parce que ils seront dans le panel. Bombardez les questions, s'il vous plaît. Avant de faire ce panel-là, nous allons demander une fois encore que vous ovationnez pour la présence de ce monsieur et en même temps pour le message de monsieur Adonis. Nous allons passer à la troisième phase de voix haute. Les candidats, vous avez 2 minutes pour vous étirer, pour vous préparer. Vous allez faire le passage. Et si je